RTC. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous ce soir dans ce nouveau numéro d'entretien. Nous avons comme invité ce soir sur ce plateau Imam Abdillaye, président du comité des OPL COI, c'est-à-dire officier permanent de liaison de la COI en Union des Comores. Merci Imam Abdillaye d'avoir bien voulu accepter notre invitation ce soir. On sait que la COI, depuis sa création, s'est fixée comme objectif de resserrer les liens d'amitié, de solidarité entre les Comores, la France, c'est-à-dire l'île de la Réunion, entre parenthèses, Madagascar, Maurice et Seychelles, mais aussi favoriser le développement économique de ces 5 pays. Depuis le 20 mars dernier, les Comores assurent la présidence annuelle du Conseil des ministres de la COI, après les Seychelles. La COI, on sait très bien, c'est une organisation intergouvernementale créée en 1982. Pouvez-vous nous parler brièvement justement de la COI ? Oui, merci beaucoup. Vous savez, comme vous l'avez dit, donc la Commission de l'océan Indien, la COI, est une organisation intergouvernementale qui regroupe 5 pays membres, les Comores, la France au titre de la Réunion, Madagascar, Seychelles et Maurice. Et donc, oui, la création, c'était en 1982, mais l'accord de Victoria a été signé en 1984. Et donc la COI, à l'époque, était une organisation de coopération de proximité qui rassemblait des pays qui avaient les mêmes défis, les mêmes priorités. Donc c'était beaucoup plus une coopération entre pays qui veulent se rapprocher, donc pour développer ensemble des synergies pour renforcer leur coopération. Mais au fur et à mesure que les années se sont écoulées, donc ces pays-là ont vu donc les défis de la région et de leur pays se développer. Donc, bien entendu, la COI a donc pris le rythme de ces défis-là pour relever justement les différents défis au niveau des États membres. Est-ce que, justement, pour ces 5 pays qui ont débuté la COI, c'est resté tel que depuis jusqu'alors, est-ce que la COI ne pense pas justement élargir Oui, comme je le disais tantôt, donc la COI est appelée nécessairement à évoluer puisque les enjeux de la région ont évolué. Donc les pays ont également des objectifs de développement qui ont évolué depuis 1984. Et donc au 33e Conseil des ministres tenu à l'île de Maurice, sous l'impulsion de son Excellence Mohamed El Amine, ministre des Affaires étrangères, il a demandé à ce que les pays repensent l'avenir de la COI. Donc, ce qui a fait donc l'initiative d'organiser la retraite ministérielle qui s'est tenue ici à Moroni le 3 août 2019, à l'issue de laquelle donc une déclaration a été adoptée pour que nous puissions donc repenser l'avenir de la COI. Et au sein de cette déclaration, donc, nous avons répertorié les différents enjeux, les différents objectifs que nous voulons donc dédier à la nouvelle COI. Justement, face à ce défi des enjeux et des objectifs de la COI, notamment sur le climat, sur l'économie, la politique, est-ce que tu auras, la culture, il y a toute une liste justement de ces... quelles sont justement les spécificités? Oui, je le disais, donc la COI est une organisation de coopération. Donc c'est beaucoup plus une coopération politique, mais c'est une organisation qui ne peut pas non plus fermer les yeux sur les priorités des développements des pays. Donc, dans cette déclaration qui a été adoptée d'ailleurs au 33e Conseil, nous avons répertorié tous les différents secteurs porteurs qui participeront donc au développement de la région et des pays membres. Donc, bien entendu, il y a les questions de changement climatique, la biodiversité, l'économie bleue, les questions de santé, notamment dans le contexte actuel. Donc, tous ces secteurs-là ont été donc pris en considération dans la nouvelle architecture institutionnelle de la COI. Justement, ces priorités et ces enjeux demandent des fonds. Comment ça se passe? Alors, la COI aujourd'hui, elle fonctionne en partenariat avec certains partenaires, certains bailleurs, au premier chef desquels donc l'Union européenne, qui participe activement dans l'élaboration des projets dans les différents pays membres. Nous avons l'AFD, la BAD,
et certains pays comme la Chine qui interviennent directement pour accompagner donc les pays dans leurs efforts de développement. Est-ce que ce sont les mêmes projets dans les 5 pays de la Oui, CEI? donc le même projet est implanté dans les différents pays membres. Et bien entendu, donc dans chaque pays, il y a un point focal qui est chargé d'un projet. Et donc c'est lui qui est en quelque sorte l'ambassadeur du projet au niveau national. Vous avez parlé un peu tout au début de priorités. Quelles sont justement ces priorités? Alors vous savez, la Commission de l'océan Indien, ce qui lie les 5 pays membres de la Commission de l'océan Indien, le dénominateur commun, c'est l'océan Indien. Donc un océan Indien qui représente à peu près 5,5 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive de la COI, des pays membres de la COI. Donc c'est une richesse. C'est une richesse que la COI doit nécessairement donc exploiter. Mais en même temps, il y a des défis liés à cette richesse-là. Puisque nous avons une richesse, il faut la protéger. Donc nous parlons là de la sécurité maritime qui est un volet assez important au niveau de la Commission de l'océan Indien, la pêche et le transport maritime. Donc ce sont tous des secteurs qui sont porteurs et qui participent donc au développement des pays membres. Et pour pérenniser justement tous ces secteurs au niveau de ces pays, sur les échanges, or on sent qu'il n'y a pas les échanges entre les pays parce que justement pour se rendre aux Seychelles, c'est tout un problème, il faut passer par des parcours ou bien pour se rendre à l'île Maurice. Comment comptez-vous pérenniser ces projets? Alors, ce n'est pas par manque d'initiative. Nous avons déjà pris des initiatives il y a quelques années de mettre en place une triptyque de connectivité aérienne, connectivité maritime, connectivité digitale. Donc, pour promouvoir justement la desserte aérienne dans la région et faciliter les échanges entre les opérateurs économiques. Mais comme vous le savez, il y a souvent des embûches au niveau du parcours et aujourd'hui, dans le cadre de la gestion post-Covid, nous avons réintégré donc ce volet-là. Nous avons demandé à la COI de mettre en place un plan de relance économique de la région de l'océan Indien et donc la desserte aérienne fait partie. Les transports maritimes aussi sont dedans? Oui. Parce que je crois que c'est le secteur le plus important. Oui, le transport maritime nécessairement impliqué puisque, comme je le disais, donc ce qui nous lie en réalité c'est l'océan. Aujourd'hui, nous parlons effectivement de seulement 3 ou 4% des échanges maritimes entre les pays membres de la COI, mais c'est quand même quelque chose qui doit être appelé à évoluer. Donc c'est pourquoi d'ailleurs nous avons repensé l'avenir de la COI, parce que la retraite a justement posé toutes ces problématiques-là et pouvoir trouver des réponses. Est-ce que le problème des douanes, des taxes, justement, qui alourdissent ces échanges, qui alourdissent la vie et tout ça dans les pays, est-ce qu'il est question aussi de ce... Alors, je vous le disais, donc la COI est en cours d'évolution institutionnelle. Donc il ne faut pas non plus aller plus vite que la musique, il faut que cette coopération soit évolutive. Donc nous avons des priorités actuellement qui sont des priorités urgentes. Nous sommes en train de répondre à ces priorités-là. Et bien entendu, donc au fur et à mesure que nous évoluons dans cette évolution institutionnelle, nous pouvons nous pencher sur les questions des échanges commerciaux, mais tout en ne pas oublier que les pays membres de la CEU sont également membres du COMESA et de SADC. Donc il ne faut pas non plus dupliquer ce qui se fait ailleurs et que nous faisons déjà depuis des années. Ah d'accord, pour éviter les redondances. Voilà. Mais justement, quand on parle de la CEI, de l'océan Indien, et quand on parle de l'éducation, les échanges éducatifs sont quasiment absents. Parce que les jeunes scolaires, les jeunes étudiants sont obligés de faire des longs déplacements pour des études. Or, dans l'océan Indien, tout comme Madagascar, la Réunion, l'île Maurice, il y a des universités, mais l'accueil n'est pas aussi effectif comme... Oui, je n'en disconviens pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi la passation de service entre les différents secrétaires généraux le 16 juillet dernier. L'actuel secrétaire général est l'ancien recteur de l'Université de La Réunion. Et donc, dans son discours, j'ai pu retenir de son intervention qu'il avait l'intention justement de promouvoir cette coopération académique entre les pays membres de la COI. Donc, ça va nécessairement rentrer dans le cadre de l'évolution institutionnelle de la COI.
Justement, revenons sur la présidence. Quel bilan nous faites-vous Alors, des 100 jours oui. de présidence? Oui, j'allais dire qu'effectivement que l'heure est assez tôt pour faire le bilan, mais nous avons donc déjà parcouru un assez long chemin pour parvenir aux 100 jours de la présidence, lesquels 100 jours ont été inscrits en pleine crise sanitaire de coronavirus, donc fermeture des frontières, des contraintes administratives et financières, mais nous avons quand même, depuis Moroni, essayé de piloter, essayé de coordonner des actions au niveau du secrétariat général et dans les États membres. Nous sommes en contact permanent entre les officiers permanents de liaison chaque semaine pour la révision des textes d'application de l'accord de Victoria révisé. Ce travail se fait chaque semaine. Je les préside par vidéoconférence. Il y a en même temps des rencontres permanentes entre la présidence et le secrétaire général pour coordonner les différentes activités liées au projet. Donc c'est un travail qui continue, qui se fait. Et donc durant ces 100 jours, nous avons pu poser des actions concrètes, notamment la gestion de la pandémie de coronavirus. Comme vous le savez, donc, depuis que la pandémie s'est manifestée au niveau de la région, la COI a été le premier partenaire à s'être manifesté ici au Comores, avec un premier plan d'urgence qui a été mis en place. Et puis après, lorsque nous avons pris la présidence, le ministre a donc initié donc, un plan de riposte pour lutter contre la pandémie. Peut-on dire que maintenant, suite justement à la pandémie de Covid-19, il y a une autre vision sur la réalisation des projets? Alors, oui, bien entendu, le Covid-19 oblige, nous devons nous adapter à la situation. Mais il serait quand même dommage de tomber dans le piège du confinement intellectuel. Donc, il ne faut pas du tout accepter que nous puissions tomber dans ce piège-là. Donc, nous essayons de mener les actions tout en nous adaptant à la situation actuelle. Bien entendu. Que ça ne sera pas d'aujourd'hui que la pandémie du Covid-19 va prendre fin. Justement. Donc, nous avons réorienté certaines activités de la COI, justement au regard de la situation qui se présente, mais nous essayons d'avancer tant bien que mal donc, dans la réalisation des projets. Et y a-t-il des priorités là actuellement? Alors la priorité actuelle, comme je le disais, donc, puisque après la retraite ministérielle de la COI, le 34e Conseil a consacré donc un accord de Victoria révisé au regard des priorités qui ont été émises lors de la retraite. Donc aujourd'hui, il s'agit de compléter, donc de parachever cette institutionnalisation de la COI pour pouvoir justement donc relever les différents défis qui se présentent à nous. Parlant justement du secrétariat général de la COI qui était gouverné par Rabadamadi Bolero. Actuellement, il vient de passer le flambeau le 16 juillet dernier à Veluyudom Marimutu, qui est le 9e secrétaire général de la COI. Après 4 ans de fonction, quelle appréciation? Alors, quelle appréciation? Vous savez, M. Hamad Hamadi est un homme d'État. Vous le connaissez très bien, il a réalisé pas mal d'actions ici à Moroni. Et sa prise de fonction au niveau du secrétariat général a permis, donc, fort de son expérience d'homme d'État, a permis de rehausser donc, le niveau de la COI. Bien entendu, lors de son allocution, sa première allocution lors de la passation de service avec son prédécesseur mauricien, il a donc axé son action dans la sécurité. Et effectivement, donc je le disais tantôt, la sécurité maritime est devenue aujourd'hui un des axes prioritaires de la COI, mais à côté, nous parlons également de la sécurité alimentaire pour assurer donc l'autosuffisance de la région dans le volet alimentaire. Et ce projet vise à faire de Madagascar le grenier de l'océan Indien. Mais justement, quand on parle des projets de l'océan Indien, est-ce qu'il arrive qu'un pays ait une spécificité bien à lui par rapport aux projets qui sont des projets communs? Oui, vous savez, quand on est dans la coopération multilatérale, les choses ne sont pas aussi faciles que vous le croyez. Parce que c'est une coopération qui est appelée à se négocier, à se concerter avec les autres membres
que compose donc cette organisation. Bien entendu, chaque pays a des intérêts propres, mais il faudrait donc faire prévaloir l'intérêt général de la région, l'intérêt général de tous les États membres, pour que nous puissions arriver à un consensus entre tous les États, pour que chacun puisse se mettre à l'aise par rapport aux intérêts de chacun, et pour que nous puissions donc sortir avec une décision consensuelle. Actuellement, dans l'océan Indien et un peu partout, on parle de l'économie bleue. Juste en un mot, nous parler un peu de l'économie bleue, des enjeux et de ce qu'on attend justement de cette économie bleue. Alors, comme son nom l'indique, l'économie bleue, donc c'est une économie qui prend en considération l'eau, donc la mer, les océans, les nappes phréatiques, les cours d'eau. Et c'est un enjeu capital, surtout en ce moment où nous sommes en pleine crise sanitaire, et une crise qui va engendrer donc une autre crise socio-économique. Donc il va falloir développer des activités porteuses qui pourraient donc aider les États à relever leur croissance économique. Et pour prendre un exemple précis, au niveau de l'Union des Comores, nous avons une surface terrestre de 2236 000 km², à côté de 160 000 km² de surface maritime. Donc nous avons à peu près 370 km de littoral. Donc c'est une richesse. C'est une richesse et il faudra se préparer justement à pouvoir affronter le nouveau monde qui va arriver. Parce que la situation post-Covid va imposer un nouveau monde socio-économique, une nouvelle forme de coopération avec les autres pays. Et il va falloir créer de la valeur locale pour pouvoir dialoguer avec les autres pays. Aujourd'hui, il va falloir donc se préparer à pouvoir... C'est un projet qui demande des fonds. C'est un projet qui demande des fonds, mais c'est un projet en même temps qui demande du potentiel. Et ce potentiel, nous l'avons. Donc nous devons vendre ce potentiel. C'est après avoir vendu ce potentiel que nous allons justement avoir des fonds. Parce que d'autres pays qui n'ont pas la richesse que nous avons ont besoin de cette richesse. Donc c'est pourquoi je parle de dialogue. Nous parlons là de dialogue socio-économique. Nous ne parlons pas de politique de main tendue, mais de dialogue véritable entre les partenaires et nous. Est-ce que le pays est déjà prêt? Je veux dire par là les récipiendaires. Oui, nous sommes aujourd'hui en mesure de dire que nous avons quelque chose, une richesse, et que nous pouvons donc aller voir des partenaires pour engager un dialogue franc et équitable pour le développement des deux pays, un développement bilatéral équitable. Justement, sur ce projet de l'économie bleue, quand on parle de l'économie bleue, c'est justement la mer, comme vous venez de le dire. Est-ce que par là, le vert est un peu inclus ou bien, parce que quand on parle de changement climatique, ça n'atteint pas seulement au niveau de la mer. Oui, nécessairement, les deux sont liés. Les deux sont liés. Juste pour prendre un exemple, quand on parle d'économie bleue, on parle également de la lutte contre la pollution marine. Et vous savez, par exemple, ici à Moroni, quand il y a des pluies torrentielles, il y a de la boue qui est ramenée jusqu'au bord de la mer. Et pour lutter contre cela, il faut planter des arbres. Donc cela va de soi. Donc les deux sont liés. Là, on ne peut pas non plus aujourd'hui laisser pour compte donc, le développement agricole. Il s'agit là de mettre dans le même panier tous les secteurs, toutes les activités qui seront donc porteuses et qui permettront au développement du pays. Y a-t-il déjà des partenaires potentiels? Il y a toujours des partenaires, qui sont là, surtout quand je vous parle de richesse. Tous les partenaires sont conscients de cette richesse. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons été en avance. Nous avons mis en place un cadre national de développement de l'économie bleue, lequel cadre permettra donc d'engager un dialogue avec ses partenaires. Puisqu'on arrive au terme de notre entretien aujourd'hui, quel serait votre dernier mot? Alors mon dernier mot, ce serait de dire que la Commission de l'océan Indien paraît être une petite organisation parce que seulement composée de 5 États membres. Mais c'est une organisation qui est appelée, comme je le disais, donc à évoluer. C'est une organisation qui répond au mieux donc aux attentes de l'Union des Comores et des autres pays qui la composent. Et donc, il faudrait donc mettre les bouchées doubles pour pouvoir assurer cette évolution institutionnelle qui est en train de se faire au niveau de la COI. Et la présidence comorienne en exercice s'est donnée pour engagement de parachever
cette évolution institutionnelle qui est en train de se faire aujourd'hui. Merci Imam Abdillah. Je rappelle que vous êtes le président du comité des OPL, COI au niveau de l'Union des Comores, c'est-à-dire officier permanent de liaison. Merci d'avoir bien voulu accepter d'être avec nous ce soir dans ce numéro d'entretien pour parler justement de la COI et de ses enjeux. Merci. Merci. ORTC